utiliser le temps de... Merci beaucoup. Merci maman de répondre présente. Assez rapidement, je veux donner un petit détail. Nous sommes réunis aujourd'hui pour s'informer de la communication comme thématique, culture de la communication et de la prise de parole en public. Je pense qu'on a assez consommé le temps. Je laisserai au plus vite la place à notre maman Laetitia pour nous détailler sur ça. Alors pendant qu'il approche au public, je vous prie également de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci madame. Concerne éventuellement les formations. Quand je dis formation, c'est dans tous les sens du terme. Formation, ressources humaines, bilan de compétences. On ne va pas suivre le micro, hein, les caprices du micro, je vais essayer de parler plus fort. Alors aujourd'hui, je vais interagir avec vous. Pour moi, c'est important qu'il y ait une interaction parce que le but d'une bonne communication, l'objectif d'une bonne communication, c'est que le contact avec son auditoire s'établisse dans une interaction. Donc, on va parler, on va discuter. On parle de culture de la communication. Je pense que vous connaissez déjà le thème. La culture de la communication et la prise de parole en public. Déjà, je me présente. Je suis Laetitia Inonga. Je suis coach en communication, conseillère en images. J'accompagne depuis 1 an les entreprises et les individus dans leur prise de parole en public. Ça, c'est pour la petite présentation. Aujourd'hui, je suis face aux étudiants de l'ISTA. Face à certains invités qui viennent d'ailleurs, certains qui sont mes collègues. Donc, bonjour à vous tous. Merci pour le temps que vous avez donné de passer ici. Mais avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Vraiment, sentez-vous libre de lever la main, parler, n'est-ce pas? D'accord. Levez la main, on interagit, mais je vais épuiser la matière. Ensuite, vous aurez des questions ouvertes. Quand je dis des questions ouvertes, c'est des questions que vous aurez construites. Et puis finalement, après l'intervention, va mettre en lumière vos préoccupations. N'est-ce pas que c'est pour ça que vous êtes là? Maintenant, moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi on communique? Pourquoi le besoin se présente de vouloir communiquer parfaitement? Déjà, pourquoi vous êtes là? Quelqu'un a une réponse? Moi, je vais vous dire pourquoi je suis là. Je vais répondre après vous. Pourquoi on communique? Pourquoi l'être humain a ce besoin de communiquer? Vous savez, communiquer, c'est un besoin. Qui peut vivre sans communiquer? Est-ce que vous savez que tout être vivant, je ne parle pas de humain, tout être humain, tout être vivant a un besoin de communiquer. Vous savez pourquoi? Non. Allez, réagissez. Je pense que c'est important de communiquer dans le sens où on veut faire comprendre à l'autre ce que nous voulons, soit ce que nous voulons que la personne puisse avoir comme compréhension entre nous. Et du coup, pour arriver à cela, on va passer par la communication pour que la compréhension soit légale. Merci. Alors, je retiens, pour faire simple, qu'on communique pour se faire comprendre. D'accord. Lui, il communique parce qu'il a besoin de se faire comprendre. Et les autres communiquent pourquoi? Ce micro peut passer. Hein? Moi, je pense à un petit mot. On communique pour faire passer. Bon, je vais passer à un petit mot. On communique tout simplement pour faire passer des messages dans le terme à la personne avec qui vous parlez.
Merci. Donc, il communique. Moi, je parle de quoi? Pour moi, c'est communiquer. La première des choses, il faut savoir, nous sommes dotés de la raison. La raison, il faut penser. L'homme a tout le temps cette opération dans l'âme de penser. Et quand tu penses, il faut extérioriser ces pensées dans la communication. Merci, Gloire. Je connais Gloire. C'est la manière d'abord dont vous parlez. Si vous voulez vous faire comprendre, vous entrez dans un allée. Vous devez faire une défense. Restons dans le contexte des dames que j'ai dit, les femmes de militaires, d'accord? Vous devez aller là-bas et leur parler. Vous arrivez là-bas, on vous donne la parole. Vous prenez le micro et vous commencez à parler comme ceci. Qui a entendu ce que je dis? Admettons qu'il n'y ait même pas de micro. Mais les gens qui ont entendu ce que je dis sont légèrement plus proches de moi. Quand vous parlez à une personne, à votre public, vous ne parlez pas pour vous-même. Vous parlez pour qu'elle entende ce que vous dites et qu'elle comprenne votre message. J'ai parlé du contexte au tout début, non? Le contexte, c'est les femmes militaires. Est-ce que vous connaissez la caractéristique d'une femme militaire? Vous devez étudier votre public. Vous comprenez maintenant? On vous dit, je vais former les élèves de l'ISTA. Moi, je vous ai étudié. J'ai contextualisé le contenu. Qui sont ces élèves de l'ISTA? En arrivant chez Maniti, il y a maintenant des femmes. Il n'y en avait pas avant. Hein? Est-ce qu'il y en avait? C'est très rare de voir des femmes. Déjà, qui sont ces femmes qui étudient à l'ISTA, ici, qui sont venues là? Manifestez-vous un peu. Est-ce qu'on peut applaudir d'abord pour ces femmes là-bas? Je suis allée à l'ISTA une conférence où il fallait parler de la place de la femme dans l'emploi. On nous a présenté les femmes qui étaient là, elles sont comme vous. Vous voyez, vous qui avez levé la main, maman que je vois, elles sont belles, comme vous. Mais ce sont des femmes qui travaillent dans les carrières. On leur a donné le micro, dites-nous ce que vous faites. J'étais intimidée par elles, mais elles sont très jeunes. La plupart n'ont même pas d'ailleurs, elles ne sont pas mariées. Elles se lèvent, elles prennent le micro, elles te parlent français correctement. Elles te disent, j'ai fait telles études. Là maintenant, je fais l'électricité. Ce n'est pas l'électricité où tu vois le câble qui finit là-bas, tu viens de t'arranger. Non. Vous voyez les poteaux là, que vous voyez là? Elle te monte dessus. Elle va te mettre, elle alimente toute une ville. Maintenant, elle t'explique ça. Tu sais, je l'ai regardé, j'ai dit, elle a quel âge? Elle te dit, moi je fais l'électricité. Tu passes le micro à l'autre. Elle dit, non, moi je conduis les engins. Elle a dit engin, hein? Elle n'a pas dit voiture. Maintenant, je dis engin, là, c'est quoi? Elle dit, non. Ce sont les belles. Maintenant, elle te donne des caractéristiques. Les camions citernes que vous voyez, c'est les 7 camions. Elles font ça. Évidemment, quand j'ai fait le tour de la ville, je les ai vues au volant de ces voitures. Non, j'ai applaudi, j'ai pris la photo. Cette ville m'a enseigné quelque chose d'important. C'est à force de détermination qu'on impacte son environnement. Elles ont choisi, comme vous, de venir faire l'ISTA. Mais après ici, vous avez un objectif, non? Vous allez devenir quelqu'un. Ça ne va pas finir et puis tu as ton diplôme et puis c'est fini, on t'épouse, tu restes à la maison. D'abord, qui a un rêve comme ça? Qui a dit, moi j'étudie, je reste au foyer? Même si c'est vrai, être au foyer, ce n'est pas un péché, c'est aussi bien. Nos mères l'ont fait, non? Elles nous ont éduqués. Aujourd'hui, nous sommes des femmes responsables, c'est vrai qu'on bosse, mais elles l'ont fait à leur manière. Ça veut dire qu'être au foyer, c'est aussi un boulot rémunéré. Donc, ce n'est pas un péché du tout. Tout dépend de comment vous voyez les choses, les influences des circonstances qui vous poussent à prendre des décisions. Je parlais de femmes là-bas militaires.
Ces femmes, quand vous arrivez là-bas, elles ont un caractère déjà bien défini. Ce sont des femmes déjà qui parlent fort. Elles ont déjà un caractère assez dur, légèrement violent, parce que le contexte dans lequel elles vivent les oblige à être comme ça. Hein? Ouais, mais comment chaud. C'est comme ça que ça. Toi, tu vis avec ta petite voix. Tu les ennuies complètement. Et puis, tu pars sans impact. Maintenant, voilà pourquoi je dis, quand tu arrives dans un milieu, tu étudies ton public, tu établis le contexte, et puis maintenant, tu te ramènes à leur niveau. Ces femmes-là, tu ne vas pas leur parler en français. La plupart n'ont pratiquement pas étudié. Donc ça veut dire que tu te dis, là où je vais, quel est leur niveau intellectuel? Pas parce que tu veux les rendre petits, non. C'est parce que tu dois adapter ton message au niveau de leur compréhension. Quand tu vas à l'école, il y a des monitrices ici. Il y a des... Merci maman, bonjour, ma collègue. Il y a des gens qui sont professeurs d'école. Qui donne cours à la maternelle? Personne. Quand vous arrivez devant des enfants, vous allez leur parler comme moi je vous parle maintenant. Ils ne vont rien entendre du tout. Il y en a même qui va sortir aller pisser, l'autre qui prend son ballon. Arrêtez. Déjà les enfants, ils s'ennuient. Après les 10-15 minutes, tu commences à leur parler. C'est fini. J'ai faim. Oui. Donc ça veut dire d'avance, tu dois jouer sur les 20 minutes où tu dois leur parler pour que le message entre. Sinon, après les 20 minutes, tu as tout perdu. Ça veut dire que tu dois comprendre ton auditoire, à qui je m'adresse, comment elle va comprendre le message que je voudrais leur donner. Et quand tu vas là-bas, tu ne vas pas t'habiller en talon, tu mets une robe longue, soirée, tu vas les intimider. Tu n'es pas parti faire top modèle. Oui. Déjà, quand tu entres là-bas, elles ont commencé déjà à te critiquer à la porte. Elles étaient compliquées. D'abord, elle est venue faire quoi? Mais tu es venu donner le message. Si c'était ta faute, si tu es belle. Mais déjà, la perception que ces personnes ont de toi les intimide. Elles se braquent d'avance au message que tu vas leur donner, même si tu n'as pas encore ouvert la bouche. Donc, tu t'habilles en conséquence. Je vais parler à ces femmes, je redescends à leur niveau. Attendez, putain. Si tu vas être debout, là-tu ballerine. D'abord, c'est parce que tu dois te sentir à l'aise lorsque tu donnes ton message. Lorsqu'on va à un deuil, tu vas accompagner la personne qui vient de vivre une situation douloureuse, oui ou non? Voilà. Quelle est ton attitude quand tu arrives dans ce milieu? Elle est là, comme ta meilleure amie, la personne que tu aimes profondément. Elle est là. Toi, tu arrives en talon, quand tu regardes l'Iputao à Tchewana, la manière dont tu es habillé, toi-même tu sais que tu ne peux pas t'asseoir là. Tu es venu pour quoi? Je suis venu pour soler. Donc ça veut dire déjà chez toi, tu te dis je vais consoler une personne que j'aime. Je m'habille en conséquence. Parce que quand j'arrive, j'enlève mes babouches, je m'assois par terre avec elle. Tu as déjà passé un message de soutien sans avoir ouvert la bouche. Vous voyez pourquoi je dis, vous devez contextualiser les messages. Connaissez d'abord votre auditoire avant de venir leur parler. Ne faites jamais l'erreur de dire, on passe seulement, on va voir. Renseignez-vous sur la personne à qui vous allez parler. À ce moment-là, vous contextualisez votre rôle. Vous dites, ok, je viens pour donner un message particulier. Je donne mon message. Le fait simplement, il y a la place maman va faire. Elles se sont solidaires parce qu'elles ont l'impression que tu es comme elles. Elles vont te parler, vont t'ouvrir leur cœur. D'ailleurs, elle va te parler même de sa vie. D'office, vous voyez,
l'efficacité d'un message se mesure sur la manière dont votre auditoire répond au message que vous dites. Lorsqu'on vous donne dans un auditoire, hein, vous arrivez parce que c'est allez, j'ai failli dire une séance funéraire, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, vous arrivez, on enterre la personne, on vous donne le micro pour que vous parliez à votre auditoire. Vous, quand vous mettez ici, vous parlez de votre vie. Le contexte, c'est quoi? Le deuil, non? Donc, ça veut dire que quand tu viens ici, tu dois te dire que les gens qui sont venus parler, ils ne sont pas venus pour rigoler à mes blagues. D'abord, tu vas rire au moins dans cette j'en pleure. Si tu commences à faire blague là, on va te chasser. Donc, déjà, tu mûris ton discours. De sorte que ce que je vais dire va toucher mon auditoire. Vous avez déjà vu des gens qui parlent tellement qu'il a parlé profondément. À peine il a dit des mots qui touchent. Tu te mets à pleurer parce que ça t'a touché. C'est ça l'effet même que doit produire ton message dans un contexte bien déterminé. Si c'est un deuil, ton discours est un marois. Et d'encouragement aussi parce que tu es venu soutenir les autres. Si tu viens parler, on te donne tel enseignement, tu vas parler à ces dames, en fait tu vas les sensibiliser sur un aspect bien précis. Donc ça veut dire que quand elles t'écoutent, il y a un milieu. Donc vous devez vous interdire de rester passif lorsque vous donnez votre message. Je parle maintenant des facteurs non verbaux. On a parlé des facteurs verbaux, vous savez, j'ai dit c'est tout ce qui a trait à la voix. Les facteurs non verbaux, excusez-moi, je prends. Les facteurs non verbaux, c'est, déjà vous savez d'avance, c'est tout ce qui ne regarde pas la voix. Donc on regarde maintenant les facteurs qui touchent à votre regard. Là, c'est les facteurs externes à vous-même. Vous voyez le rythme de votre voix, la tonalité de votre voix. Voilà. Je parlais des regards, la tonalité de votre voix, les gestes que vous avez lorsque vous parlez à votre public. Toutes ces petites choses en réalité comptent. Il y a des moments, est-ce que vous savez, qui a déjà entendu cette phrase? Toutes les communications, qui l'a déjà entendu? Qu'est-ce que ça signifie? Qui peut nous donner une définition de ça? Tu veux? Vas-y maman. Je veux que tu parles. Dans le corps de parler en dos, lorsque vous sentez l'éducation, notre regard, alignement, style, et tout ce qui va avec notre façon de communiquer, passer un message, raison pour laquelle il y a ces fameuses phrases de communication. Magnifique. Moi, la manière, ça va vous servir un jour. Tout est comme ça veut dire tout, sans exception. La moindre petite chose, votre respiration. Vous voyez quand vous vous donnez là, quand j'ai le micro vraiment tout près de moi, vous pouvez sentir la manière dont je respire. Quand une personne qui est à ma place commence à respirer rapidement, qu'est-ce que déjà ça vous dit? Ah, elle a dit quoi? Il est stressé. Déjà, ma respiration t'a communiqué un message. Elle stresse. Quand une personne se met devant vous ici, elle commence à bégayer, alors qu'elle ne bégaye jamais. Qu'est-ce que tu te dis? Elle a peur. Donc ça veut dire que même quand vous ne dites rien, mais que vous vous tenez face à votre public, le silence que vous avez communique déjà quelque chose. Ça me communique que je n'ai pas envie de te parler. N'est-ce pas? Tu es face à une personne, banda, tu me boudes. Elle n'a pas envie de te parler, mais d'avance tu te dis, donc elle me boude. Donc en fait, le message est passé. Donc retenez que tout est communication. Et dans la communication non verbale, vous avez le regard, les silences, les gestes, les mouvements que vous avez. Quand vous parlez à votre public, soyez à l'aise d'abord dans votre peau. Vous savez pourquoi j'ai mis des pompes?
Je passe 90% de mes journées en talent. Ceux qui me connaissent savent. Mais je ne les garde plus trop longtemps parce que ma santé m'oblige à ne plus le faire. Donc, circonstanciellement, quand je suis au bureau, tout peut arriver dans le cabinet. Hein. Quand vous travaillez dans un cabinet, vous avez des réunions, des rendez-vous impromptus. C'est-à-dire, paf, Laetitia, tu dois recevoir tel monsieur. Et puis toi, tu es déjà dans le catch and then tu fais comment? Vous voyez le contexte. C'est exactement ça. Donc, il faut être paré à toute éventualité. Ici, je suis venue comme je suis parce que je m'identifie à vous. Je suis à l'aise dans mes pans. C'est plus facile pour moi de faire tous les mouvements que je veux sans que le malaise que je vais ressentir face à vous ne se fasse percevoir. Si j'avais mis des talons aiguilles, à un moment donné, vous aurez senti, je me mettrais en mouvement, j'ai tendance à vouloir m'asseoir. Et puis quand j'allais m'asseoir là, vous allez dire, voilà, ça y est, ça fait mal. N'est-ce pas? Voilà. Même si je n'étais pas obligée de me tenir debout devant vous, je suis debout parce que moi je me dis, ça c'est ma perception des choses, que lorsque je parle avec les gens, que je respecte, j'interagis avec eux. Quand je m'assois parce qu'évidemment le message que je veux dire est un message linéaire, c'est-à-dire je la transmets, vous la prenez comme telle. Mais quand j'interagis et je balaye la salle, la preuve, je vous regarde tous en fait. Depuis que je suis là, je peux vous dire à 100%, je vous ai tous identifiés. Vous devez agir comme ça. J'ai parlé du regard. Qui a déjà entendu le fait? Oh non, quand tu vas parler dans le public, tu dois regarder une seule personne. Oh, hein? Vous connaissez là? Ah, vous riez parce que vous connaissez ça. Identifier une personne que tu connais là, et jamais oubliez ça. Oubliez complètement. Vous ne vous identifiez pas à la personne que vous connaissez. Vous vous identifiez à votre auditoire. C'est-à-dire que quand je serai sortie d'ici, maman, que je regarde assez souvent, je dois l'avoir vue dans les yeux et voir que le message que j'ai transmis l'a aussi touché elle. Donc, par principe, je vais vous donner un petit exemple. Moi, je fais un balayage en W. Ça, c'est une technique de prise de parole en public. C'est-à-dire, vous balayez votre auditoire. Vous voyez comment on écrit W? On commence comment le W? En haut. Hein? Vous commencez en haut. Vous redescendez en bas. C'est-à-dire, vous prenez l'auditoire qui se trouve au fond. Vous redescendez à mi-chemin au milieu. Vous repartez au fond du milieu. Vous redescendez à mi-chemin à droite et vous allez jusqu'au fond. Quand vous avez fini ça, parce que ça ne se fait pas de manière mécanique, vous renversez votre W. Vous devez renverser, ça fait quoi? M. Voilà. Vous le renversez et vous refaites la manœuvre en M. À partir de ce moment, vous avez balayé tout votre auditoire. Je vous ai tous regardé chacun dans les yeux pour que vous sachiez que je respecte votre présence ici, que je suis contente de te voir. Ça me fait du bien de parler à des gens qui me regardent dans les yeux. Que tu ne m'intimides pas, que je ne suis pas venue t'intimider, mais je suis venue discuter avec toi, échanger avec toi, parce que ma connaissance va t'aider après. Je te pousse en fait à accepter mon message, avec beaucoup d'amour, parce que je ne sais pas t'embrasser. Mais tout se fait dans les yeux. Maintenant, toi, depuis que tu as commencé, c'est la personne que tu connais. On sait que tu la connais, tu l'aimes. Après ça, vous sortirez d'ici et les autres, ils font quoi? Ça, c'est le regard, les gestes. Quand vous parlez, les gens les plus à l'aise, comment ils se sentent? Quand vous êtes face à un public qui vous intimide beaucoup, vous commencez à faire des gestes à tout vent. Tu ne peux pas faire les gestes partout. Tu vas aller mettre
une chemise à peine juste. Le fait d'avoir bougé tellement, on voit le début de ton ventre, le caleçon qui a commencé ici, ce n'était pas le message que tu as passé, mais tu nous as tout montré. Vos messages doivent être choisis, vos gestes, méticuleusement. Quand Barack Obama entre dans une salle, allez chercher les vidéos de Barack Obama. Quand il entre pour un discours, il monte les installés. Qu'est-ce qu'il commence à faire? Quand il fait ça, là, il vise qui? Chacun de vous vous identifiez à ça. Donc ça veut dire que toi qui es là au fond, tu as dit c'est moi. Lui là-bas, il a dit c'est moi qui parle. En fait, vous tous, vous vous êtes dit, les amis, c'est comme ça que lui passe son message. Le fait d'avoir fait ça, c'est-à-dire toi anonyme, c'est vous tous. Oui ou non? Voilà. Et pour lui, c'est sa manière à lui de dire, c'est à toi que je m'adresse. Personnellement, même si je donne mon message dans un public, et tu vas l'écouter, tu vas aimer, tu vas te dire, Barack Obama m'a parlé. Je te dis vrai, tu as l'impression d'avoir vu Dieu. Et puis ça t'est rentré dedans. Et c'est comme ça que vous vous identifiez à votre public. Donc faites balayer déjà votre conception de ne parlez pas aux gens que vous connaissez, parlez aux gens qui sont venus vous écouter. C'est un signe de respect, un signe de considération pour ces personnes-là. Je passe au message paraverbaux. Les messages paraverbaux sont plus subtils. Faites très attention avec ça. Pourquoi je dis qu'ils sont plus subtils? Parce que ce sont des messages qu'on ne perçoit pas très correctement. Elles sont tellement subtiles qu'on passe souvent à côté de ça, mais pourtant elles sont très importantes lorsque vous délivrez un message. Je vais citer d'abord, c'est le volume de votre voix, le rythme de votre voix. Quand je parle de rythme, je parle de la voix, mais aussi votre rythme corporel. Je parle de votre tonalité et aussi de la prononciation de vos mots. Qui est timide? Donc vous acceptez même. Ah mais c'est très bien. Quand vous commencez à vous poser, ça veut dire que vous passez à une autre étape. C'est bien, j'applaudis pour vous maintenant. Donc il y a des gens timides. Qui est sûr au sortir d'ici, il va essayer de changer quelque chose? Tout ça, celui qui n'a pas levé la main, je suis déçu. On va se voir en tête à tête l'idée. Hein? N'est-ce pas? Ça veut dire que mon message n'est pas bien passé. Qui veut me voir après? Mais pourtant tu as levé la main. Tu veux quand même me voir? J'aime ça. Elle est la seule à avoir levé la main. Donc, vous les autres, on y soit à ça. Ah oui, je n'avais pas vu. Sûr et certain, en tout cas ici. Sûr et certain. Je disais, qui est timide? C'est quoi la timidité? C'est le fait de ne pas oser. Donc, tu te mets dans une zone de confort, là où tu te sens à l'aise. Ah, mais ça, on va être comme tout est beau, tu vas faire ça. Donc, tu n'as pas de compte à rendre. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la bouche. Quand je me lève, je parle. Les personnes timides restent, écoutez-moi bien, elles restent anonymes, quoi qu'il arrive. C'est fort, hein? Mais en réalité, c'est ça. Quand tu es timide, tu n'as rien à donner. Rien du tout. Mais on se demande ce que tu fais alors dans un environnement où il faut donner quelque chose. Voilà pourquoi je dis, si tu sais que tu es timide et que tu es venu ici, quand tu sors d'ici, commence par dire je ne suis plus timide. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour arriver à ce point de ma vie aujourd'hui? Moi aussi je travaille sur moi, je veux le faire. Je m'exerçais. On entre maintenant dans l'étape parler en public. D'accord? Là c'est là que je vais faire mon message. Parlez en public parce que c'est pour ça que vous êtes là. Quand vous vous réveillez le matin,
quelle est la première chose que vous faites? Tu salues? Très bien. Quoi d'autre? Elle prie? Très bien. Quoi d'autre? Est-ce que vous faites tout ce que vous faites de manière mécanique? C'est-à-dire quand tu sais de votre mécanique, je dois saluer, je dois prier, je dois... Il y a des choses qui changent, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, moi, je vais vous donner une autre façon de vous réveiller le matin et d'impacter votre vie à vous. Avant que vous ne puissiez impacter votre environnement, vous devez d'abord impacter votre vie. Si tu veux que l'autre adhère à tes idées, à tes raisonnements, on dit toujours que le côté à terre, merci. Donc ça veut dire ce que tu as dit, tu l'as d'abord expérimenté. On ne donne que ce qu'on a. Oui ou non? Voilà. Quand tu demandes à Dieu le courage, qu'est-ce que Dieu fait? Il te met dans les obstacles pour que tu puisses les obstacles cadre avec le courage pour que tu puisses les surmonter. Alléluia. On n'est pas à l'église, mais c'est vrai. Quand tu demandes à Dieu le courage, Dieu ne vient pas avec le courage, il ne la lit pas. Prends, mange le courage, rien. Il ne fait pas ça. Ce n'est pas cadeau. Dieu ne donne pas le courage à n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu as demandé qu'il va te donner. Non. Tu dois lui prouver. Hein? Exactement. Tu dois lui prouver que ça en vaut la peine. Tu vas en faire quoi? Tu as 5 ans, Seigneur, bénis-moi. Et puis après, on va te dire, je commence à prier, n'écoute jamais les prières. Où ça? On a un Dieu responsable. Je ne prêche pas, hein? Mais c'est un exemple. Ça rentre en fait dans la pensée que je vous ai donnée. C'est que Dieu vous donne ce qui vous est utile, mais vous devez savoir quoi en faire. Qui connaît son talent? Qui sait ce qu'il faut? Quelqu'un peut lever la main et dire, moi je sais ce que je veux. Essayez pour voir. Oh, j'aime ça. Ça veut dire que tu t'es découverte, n'est-ce pas? C'est tout récemment ou il y a longtemps? Ça fait 2 ans. Ok, qui d'autre? Voilà, oui, maman. Maman a dit très bien. C'est bien que vous passez par ce type de découverte. Ça veut dire que vous allez chercher qui vous êtes. Et à un moment donné, vous savez. Mais comment vous savez que vous avez un talent? Merci. Tu voulais donner une réponse? Voilà. Comment on sait qu'on a un talent? Donc, au fond du tu dis, moi, j'ai un talent. En réalité, qui témoigne de ton talent? N'est-ce pas? Qui est d'accord avec moi? Même si tu viens ici, tu dis, moi là où je suis là-bas, et puis après, moi je vais te dire, viens, on va aller micro. Mais oui. En réalité, ce sont les autres qui découvrent ce que nous sommes. La plupart des talents que nous avons découverts, nous les avons découverts lorsque nous avons été en action face à une circonstance ou une situation bien déterminée. Tu demandes à Dieu le courage, il vient te mettre dans une situation devant laquelle tu dois manifester absolument le courage. À partir de ce moment-là, on dit de toi courageux. Oui ou non? C'est aussi simple que ça. Donc, ce sont les circonstances qui déterminent ce que vous valez. Rien d'autre que ça. Tu ne peux pas dire ça sur une chaise, moi j'ai fait. Qui peut témoigner? Ce que Christ a fait, je dis encore, je ne prêche pas, mais vous allez comprendre que moi, sans lui, je ne fais rien. Ce que Christ a fait sur cette terre quand il est passé, ce sont les autres qui ont rapporté ce qu'il a fait, pas lui. Il a écrit. Est-ce que vous avez le livre des Jésus? Les autres l'ont fait.
Donc ça veut dire, quelqu'un va se tenir ici pour dire, Raïssa, c'est la femme la plus courageuse que je n'ai jamais rencontrée. Pourquoi? Parce qu'elle a vu le courage que tu as manifesté à un certain moment donné dans ta vie où tu étais à elle. Éthiquement, même si tu l'as fait une seule fois, tu l'es. Ne l'oubliez jamais. Lorsque vous osez une chose que vous n'étiez pas capable de faire, ça veut dire que vous êtes passé à une autre étape de votre vie. Ne restez pas là. Maintenant, je vais vous donner les clés de réussite pour bien parler en public. Je vais aller très vite. Exposer vos limites. Ça, c'est un. Tu dois découvrir qu'est-ce qui m'empêche d'être excellent dans mon travail. Qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir m'adresser aux gens sans savoir. Sachez que rien n'arrive au hasard. La première fois que tu vas parler en public parce que tu as osé, tu vas d'abord trembler. Sachez que c'est normal de ressentir le stress. C'est un fait humain. Personne n'est un super-héros. Ah non, non. Personne n'est un super-héros. Personne ne se tient ici parce que Dieu il a mis sur la terre, bah, tu as toutes les qualités. Ça non, ça n'existe pas. Chacun de nous découvre ce qu'il est. Ce que Dieu lui a donné face à des circonstances. Donc ça veut dire que tu dois te découvrir, travailler sur soi-même, c'est franchir ses limites. Tout à l'heure, j'ai demandé qui est timide. Qui a levé la main? Enlève la main. Mais c'est bien. Donc ça veut dire qu'en l'espace de quelques moments, tu t'es dit je ne le suis plus, n'est-ce pas? Applaudis pour toi-même d'abord. Ça c'est une histoire. Tout ce que vous avez de positif, vous devez le prononcer de votre bouche. Lorsque vous vous taisez, elle a une question. Non, je voulais Une juste, observation. pas une observation, mais... On te donne le micro. Ce que tu as dit de toi a impacté ton environnement. Lorsque tu arrives toi-même à te satisfaire de ce que tu es, si tu n'es pas satisfait, ça veut dire que quelque chose te manque. Cherche ce qui te manque. Travaille sur ça. Va combler le vide et laisse Dieu faire le reste. Dieu ne va pas descendre à ta place. Il ne le fera pas. Il t'a donné les mains, les yeux, les pieds, l'intelligence et la saveur. Il a dit, je ne prêche pas, je répète. Mais je suis tellement, c'est la base de toute ma vie, de me référer toujours à ce que Dieu dit. Et il a dit lui-même, ce que vous demandez, vous le recevrez. Donc ça veut dire, c'est simple, la porte est ouverte, il demande, il te donne. Donc quand tu arrives à t'accepter toi-même, tu commences à assumer tes choix. Même si ça déplaît aux autres, tu les assumes parce que toi, ça te plaît. Ça te rend joyeux, ça te rassasie, ça te donne une peau magnifique. Tu dors bien la nuit. Comment veux-tu satisfaire une personne parce que ça lui plaît lui, mais toi tu dors mal, tu fais des cauchemars. Et ici, baptême. Maintenant, quand tu arrives à accepter ce que tu es, les autres commencent à s'aligner vers ta perception de toi-même. Parce que tu as dit que tu es belle. Même les choix de tes vêtements commencent à changer. Je vous dis que j'étais coach en image, non? Ah. Même le choix de tes vêtements. Moi, je n'étais pas comme ça. Mais aujourd'hui, quand je m'habille, même quand je sors le matin, même quand on est pressé avec mon mari, il me dit, waouh, tu es bien habillée. Même si je suis sérieux comme ça. Alors je me dis, ah super. Donc ça devient, c'est un automatisme. Le choix de tes vêtements te satisfait toi-même. Et les autres vont suivre. Quand tu commences à t'aimer, tu te découvres. Donc alors dis-le à haute voix. Pour que les esprits, les murs, la chambre dans laquelle tu habites, le vent qui souffle entendre, elle a dit qu'elle est intelligente et belle. Il est beau et courageux. Et quand tu sors, le courage va commencer à chercher une voie d'entrée dans ta vie.
L'intelligence va dire où est-ce que je vais me positionner là où tu es. Alléluia. Tu vas te... L'intelligence va dire où est-ce que je vais me manifester. Tu vas te retrouver face à un examen compliqué, mais tu trouves la solution sans avoir trop réfléchi parce qu'il s'est dit, je suis venu trouver, me loger là où tu as déclaré. Donc c'est toi qui choisis de réussir. Donc pour mieux parler en public, tu te connais toi-même, découvre tes faiblesses. Prends un stylo, un papier deuxièmement. Commence aussi à découvrir ce que tu es en l'écrivant. N'attends pas toujours que les autres disent qui tu es. Ce que les autres disent, c'est ce qu'ils voient avec leur œuvre. Mais ce que tu es, c'est ce que tu vois dans le secret. Et Dieu seul sait le voir. Dieu seul. Ça veut dire que tu te connais mieux que... Voilà. Si quelqu'un vient et te dit, toi, égoïste, toi tu te sens comment? Est-ce que tu es égoïste? Non. Tu vois, ça te choque. D'abord tu choques, tu fais, hé. Oui ou non? Oui. Mais pourquoi ça te choque? Parce que je ne parle pas. Toi-même, tu sais que moi, quand je traverse, j'ai la joie de donner. Peut-être que lui, il n'a pas vu, mais ce qu'il a vu de ses yeux, il s'est dit, ah, ça m'égoûte. Parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait de toi. Ça, c'est l'être humain. Donc, sachez que les êtres humains ne seront jamais satisfaits. C'est vous qui devez être satisfait de vous-même. Et ils vont s'aligner à votre perception de vous-même. Ça, c'est franchir vos limites. Je vais maintenant jusqu'à la fin et puis je conclue. Lorsque vous avez franchi vos limites, ça, ce sont vraiment les bases. Je vais le lire textuellement pour que vous compreniez. Voilà. Je disais, franchissez vos limites. Apprenez à connaître votre public. Soyez vous-même. Soyez vous-même, ça veut dire garder votre originalité. Vous savez, quand moi j'ai commencé à devenir coach en prise de parole en public, je me suis renseignée sur ce que font les autres dans la filière que j'ai choisie. C'est toujours important. On n'invente pas la roue, oui ou non? On n'invente pas. La Bible même le dit, non? Encore la Bible, toujours la Bible. Que rien n'est nouveau sur cette terre. Rien du tout. Ce que tu traverses, quelqu'un d'autre l'a déjà traversé. Peut-être dans des lieux différents, dans des milieux différents, mais en tout cas, les réactions que tu as, ce que tu vis, quelqu'un d'autre l'a déjà vécu. Donc ça veut dire que être soi-même, c'est ne jamais perdre son originalité. Tu lis ce que les autres ont fait, leurs témoignages commencent à te changer. Il y a des témoignages qui te boostent, hein, au lieu qui te disent, ah, donc ça peut fonctionner. N'est-ce pas? Si ça a fonctionné pour telle personne, tu te dis donc ça va le faire pour moi. Mais ça ne sera jamais identique. Pourquoi? Parce que le contexte dans lequel tu te trouves sera toujours différent du sien. Mais ça doit d'abord te changer. Tu puises chez les autres. Moi, j'ai regardé les autres parler, la manière dont ils chantent, ils ont impacté, ils ont fait ceci. Et puis finalement, à la fin, je me dis, bon, maintenant, quelle est mon originalité à moi? Qu'est-ce que les gens retiennent de Laetitia Inouye? Parce que sinon, si je me mets à parler comme, allez, Oprah Winfrey, qui connaît Oprah? Voilà. Pour ceux qui connaissent Oprah, si je me mets à dire textuellement, et j'utilise ta gestuelle, je suis elle en fait. Je la reproduis, donc je n'ai pas trouvé mon originalité. Vous aurez l'impression de la suivre elle. Et un autre point, c'est quoi? Soignez votre approche. Soignez votre apparence. Si tu as l'habitude d'être négligé parce que bof, écoute, je vais juste au cours, je rentre, hein, et puis quoi encore? Ta vie sera bof, hein? Oui, oui. Ta vie aussi sera bof, je vous dis vrai. Parce que tu te réveilles le matin avec un bof. Donc, toute ta journée, oh, ça là, bof, je te dis vrai.
Mais en réalité, quand tu te réveilles le matin, quand tu t'habilles, quand tu te sens propre, belle, tu t'es maquillée, tu l'as fait pour qui? Vous êtes sûr de chacun fait ça pour soi-même? Il faut qu'on se dise la vérité. On est fait pour ceux qui nous regardent. Voilà, moi j'aime qu'il est sincère, non? C'est ça. Pour se faire admirer. Exactement, qu'on dise que tu as une belle chevelure. Tu es très bien maquillée. Qui n'aime pas les compliments? C'est pour ça que je dis c'est humain. Ce qu'il a dit là, c'est humain. On ne peut pas s'en déroger. Moi, je peux passer une journée, on m'a pas dit que je suis belle, mais quand même, j'ai mis du parfum, je suis belle, non? C'est quoi aux autres, mon ami? Oui, on a toujours cette sensation-là. Même quand tu vis avec des gens, tu n'as pas choisi ce choix de couleur. Oui, ce choix de couleur, tu l'aimes bien, c'est beau, le bleu te va bien, mais il faut quand même que quelqu'un dise waouh, le bleu te suit. On va français comme ça. Je reviens là-dessus maintenant. C'est le choix de tes mots. Lorsque tu parles en public, tu ne dois pas parler comme le commun des mortels. Alors là, pas du tout. J'ai parlé du contexte où tu es allé chez les femmes, hein, des épouses de... C'était qui? De militaires. Le langage que tu vas adopter, c'est vrai, ce sera un langage propre à elles. Mais ton originalité va se découvrir lorsqu'elles vont découvrir aussi ce que toi tu dis. Elle va pouvoir garder ce que toi tu as à dire. Donc ça veut dire les termes qu'elles n'ont pas souvent l'habitude d'entendre parce que le contexte ne le permet pas, toi tu viens leur dire que ça existe. Et elles commencent à s'identifier à toi. Tout à l'heure, depuis que j'ai commencé à parler, vous avez remarqué que j'articule mes mots. Et je les articule très bien. Et lorsque je reste longtemps sur un mot, comme là maintenant je parle, c'est parce que ce mot doit rester dans mon auditoire. Et quand tu insistes sur un terme, c'est parce que tu veux qu'il reste dans la mémoire de ceux qui t'écoutent. Tu te mets, allez, tu le pèses, voilà. C'est parce que tu le pèses, parce qu'aux autres pèsent 100 kilos. Et là, ils vont comprendre, il faut articuler tes mots. Choisis les mots, pas parce que tu veux prouver que tu es scientifique. Qu'est-ce que production mammaire vient faire là? La plupart des médecins, quand ils se mettent à parler, comment on sait qu'ils sont médecins? Ils ont leur propre langage. Qu'ils le veuillent ou non, à un moment donné dans la discussion, tu diras que vous êtes un médecin, hein? Oui ou non? Oui. Voilà. Donc c'est ça même l'originalité. Tu n'as pas besoin de le dire, on va le découvrir. Tu dois te laisser découvrir par ton auditoire, mais jamais en entièreté. Il faut toujours laisser un suspense. Toujours. Ça s'appelle une part de mystère qui te reste à toi. Tu leur donnes un aperçu de ce que tu es, ils restent dans cette soif-là. Sinon, on ne va jamais te chercher après. Oui ou non? On ne va pas te chercher après. Je vais finir par là, oser l'humour. Qui sait c'est quoi l'humour? Je ne t'ai pas entendu. Mariage où ton mari est exactement comme toi. Comment tu te sens? Toi, tu ne veux jamais de rien. Comment tu te sens? Dis-toi, tu vas dire, hé, ça, mais pourtant toi-même tu es comme ça. Oui ou non? Ah, vous commencez à chercher compatibilité. Dieu vous donne exactement ce que vous êtes. Oh, qui m'a dit? Mais c'est justement pour ça. Vous devez apporter vous-même, vous qui êtes ici, parce que c'est à vous que je m'adresse. Vous devez porter cette teinte d'humour dans votre vie. C'est à tous les niveaux. Quand tu rentres dans un environnement, on aime te sentir et te voir. Tu n'as même pas besoin de parler, on dit allez, caca. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ça m'a fait du bien, je vous dis. Tu es quelqu'un de sensible. Un jour, je ne suis pas allée travailler.
j'étais malade. Puis cette personne m'écrit, elle avait des problèmes. Non, madame, je me sens pas bien. Regarde, il se passe ceci. Regarde, ce que je vois n'est pas juste. Je ne me sens pas bien. Tu sais, quand elle a fini, elle me dit, vous savez, quand je traverse ça, et que je vous vois arriver des fois tôt le matin, que vous traversez, c'est pas je franchis sa porte en arrivant. Elle me dit, quand vous arrivez, c'est moi que vous me dites bonjour, la manière dont vous le faites, ma journée déjà est déjà bon. Maintenant, je ne vous vois pas, vous êtes où? J'ai fait, hé! Vous voyez, hein? J'ai jamais cherché ça. C'est ce que vous êtes qui change la vie des autres. Vous n'avez pas donné 1000 francs à cette fille ou à cet homme. Vous ne lui avez pas donné à manger. Elle n'a pas eu besoin de ça. C'est la manière dont vous la considérez qui a changé ses journées. Chaque fois que j'entre, on me dit comment tu vas Nayandi et moi je suis quelqu'un qui accepte l'être humain tel qu'il est. Si tu me fais du mal, Dieu, c'est mon Dieu. Donc c'est vous qui choisissez d'être ce que vous êtes. Les gens apprécient votre compagnie parce que vous leur montrez qu'ils ont de l'importance à vos yeux. Chacun de nous est important pour l'autre. Je vous ai dit communiquer est fondamental pour l'être humain. Je pèse mes mots. Quand je dis fondamental, on ne peut pas vivre sans communiquer. La preuve, les babas, comment ils font pour communiquer? Tellement que c'est difficile pour eux d'articuler, ils ont trouvé le moyen de se faire comprendre. C'est comment? Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut que je communique. Ils ont trouvé le moyen de le faire. Donc personne ne peut passer sa vie à ne pas s'adresser à quelqu'un, à ne pas vivre avec quelqu'un. Non. Si une personne ne sait pas vivre avec toi, c'est que tu dois te remettre en question. On rejette souvent la faute sur les autres. Hein. Mais la meilleure façon de guérir, c'est d'abord de se dire, même quand tu sais que tu as raison, dans tout cas, je peux raconter ça à qui de droit. Mais j'ai raison sur toute la ligne. Vous voyez ce français là? Je peux dire à qui, mais j'ai raison sur toute la ligne. En réalité, oui, les faits sont vrais, tu as raison. Mais qu'est-ce que ça a changé? Si tu prends l'autre option de donner raison à l'autre, tu rentres sous terre, tu meurs sur le pied. Non. En fait, rien. Quelque chose a changé. C'est que tu t'es repositionné. Et la position que tu prends change ton environnement. Tu changes, tu dis, ok, je sais que j'ai raison intérieurement. Mais le fait que ma relation avec cette personne est importante pour moi, je vais me laisser gagner sur le coup. Tu te repositionnes. Et puis tu rétablis une communication qui se pérennise dans le temps. Donc, tu es passé à un autre niveau supérieur. Ça veut dire que les petites choses qui te sont dérisoires, qui cassent tout, qui changent des vies et des relations, commencent à devenir pour toi des remèdes où tu te repositionnes et tu permets à l'autre de dire, en tout cas c'est toujours elle qui a le dernier mot, hein. Cette fois-ci j'ai tort, j'accepte. Je vous dis la vérité. Cette personne va finalement dire, tu as raison, j'ai tort. Parce que tu as tellement l'habitude de le laisser avoir raison. Et surtout que tout bêtement, il va se rendre compte qu'en fait, c'est un oui, non? À me donner raison. Je te dis, j'ai traversé ça. J'ai vraiment traversé ça. Donc, ça veut dire quoi? Donc, moi, j'ai raison. Tu as raison. Ah, cette fois-ci, c'est toi. J'ai fait, ah! Parce que je lui donnais toujours raison, parce que je n'aime pas les conflits. En fait, c'est ça. N'aimez jamais les situations dans lesquelles vous êtes en conflit avec les gens. C'est toxique pour votre vie. Autant qu'une relation s'arrête, c'est parce que c'est fini. Mais de dire que c'est à cause de toi. J'ai fini mon message. Je vais lire en fait ce petit mot. Pour moi, c'est important de le lire pour que vous compreniez ma perception des choses. Nous communiquons finalement pour montrer que nous sommes heureux ou tristes, pour nous détendre ou pour mieux nous connaître. C'est souvent en exprimant nos sentiments
que nous arrivons à percevoir ceux des autres. Et vous savez, la finalité d'exprimer ces sentiments, je l'ai dit à maman, ma nouvelle copine, quand nous exprimons nos sentiments, nous arrivons à ce qu'on appelle un sentiment d'émotion collective. Donc ça veut dire que vous appartenez maintenant à un environnement, vous vous identifiez à l'autre. Qui vit seul? Qui sait vivre seul? Qui a déjà vécu seul pendant un long moment? Seul, vraiment seul, donc tu ne côtoies personne. Non, hein? Qui l'a déjà fait? J'ai cru que tu levais la main. Oui, maman, je ne t'ai pas encore entendu. Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Par exemple, vous avez préparé votre discours et vous avez déjà bien identifié le public, mais en arrivant sur place, vous sentez que le public est humide. Le public est en dessin de vos attentes. Et quelles sont les stratégies L'histoire n'est pas seulement un groupe de personnes, même une personne aussi. Alors, moi, ma question est celle-ci. Vous vous retrouvez, par exemple, vous devez parler avec peut-être votre chef, votre directeur, mais lui, au lieu de vous écouter, il vous entend. Donc, il est là à son téléphone, vous parlez, il est là à son téléphone et tout. Qu'est-ce que vous devez faire pour qu'il puisse, en tout cas, prendre tout son temps et le concentrer sur vous? Est-ce que vous devez lui dire ou comment réagir pour qu'il puisse vous écouter au lieu de vous entendre? Préoccupation. Des matières, je suis d'abord chantre. Mais chantre. Freddy. Oui. Donc, à des fois, il m'arrive. On m'invite dans une église comme ça. Bon, dès que j'arrive, je regarde l'endroit, tout ça. Et après, dès qu'on m'appelle, donc à présent, nous appelons le frère Freddy. Donc là, c'est en ce moment-là, je perds tout. Donc, ouais. Donc, si je suis maintenant sur scène, donc c'est en ce moment-là que j'essaie au moins de se ressaisir. Donc, je ne sais pas comment faire. Merci. Vous avez dit les facteurs de communication, en fait. Bon, d'accord. Par rapport aux facteurs de communication, il y a des facteurs verbaux qui consistent à influencer les gens par rapport à la voix. Mais comment est-ce que cette voix-là peut influencer tout un environnement des gens? Paraverbaux de ton message. Pourquoi? Parce que ce sont des aspects que tu ne maîtrises pas forcément. Ce n'est pas un aspect spirituel. Ton aura, c'est-à-dire cette énergie que tu ressens autour de toi. Mais c'est ce que normalement, ce que les gens sentent de toi, c'est cette énergie que tu donnes. Quand tu rentres dans un auditoire qui est endormi, qu'est-ce que tu fais? Je reviens maintenant en répondant, je réponds aussi à ta question. Quand tu es face à un auditoire qui est totalement différent de ce à quoi tu t'attendais, c'est à toi de le réveiller. Tout part du premier accroche. C'est le premier accroche qui détermine la suite de ton discours. C'est-à-dire ce que tu vas dire au tout début. La manière dont tu vas accrocher ton public détermine la suite du message que tu vas donner. Quand déjà au début tu ennuies ton public, sache que tu as perdu le contact. C'est fini. Tout le reste de ton intervention, le public va rester ennuyé. Mais dès le départ, quand tu es face à un public que tu n'avais pas cerné au départ, ça arrive. Hein? Tu as étudié ton public, tu arrives, c'est totalement différent de ce à quoi tu t'attendais. Tu commences à adapter ton message en fonction de la réaction de ton public. C'est-à-dire quand tu es face à un public endormi, tu le réveilles. Voilà pourquoi je dis vous devez oser. Tu dois trouver des phrases d'accroche. Tu rentres dans des exemples de la vie quotidienne.
qui fait que, paf, ton exemple a percuté quelqu'un parce qu'il s'est retrouvé. Aruta là-haut, je vous regardais tous tout à l'heure. Certains des exemples ont fait que l'autre est attentif et elle hoche la tête pour dire j'ai sûrement traversé ça. Et cette personne n'a pas forcément eu à me le dire, mais je l'ai vu dans ses yeux. Et quand tu vois une personne réagir à ton message, tu l'as accroché. Tu ressentiras un sentiment de satisfaction. Mais ça ne devrait pas être la seule personne que tu accroches. Les autres vont certainement être distraits, mais tu dois les réveiller. C'est toi qui trouves le temps. Je parlais de confiance en soi. J'ai répondu un peu à ta question. Hein? Et l'aspect aura, c'est exactement ça. Je vous ai dit, Barack Obama, quand il entre dans une salle, la salle est en furie, elle crie. Barack Obama, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit, il rentre dans le jeu. Lui, il arrive même à danser sur un podium. N'est-ce pas? C'est cette aura-là qui transmet. Il a déjà impacté son environnement pour dire, je suis comme vous. Donc, entretien aux animaux, les lots. Déjà, vous sentez, quand quelqu'un commence à déjà danser devant vous, il prend sa femme, il joue d'abord un air de musique. Avant de commencer son discours, ça veut dire qu'il vous a déjà fait rentrer dans le bain. Déjà, et c'est autre. Vous sentez bien, non? La furie augmente, paf, et puis il s'assoit. Il a déjà accroché en fait son public. Et l'aura, ça part en effet d'un aspect spirituel, mais en fait ça n'a rien à voir. Ça rentre dans un aspect paraverbal. C'est tout ça en fait, les silences, les énergies positives que tu transmets. Quand tu rentres dans un auditoire où tu dois parler d'un témoignage, par exemple tu rentres, on te dit non, ce sont ces gens que tu rencontres. On parle de Goma aujourd'hui, non? Vous voyez le geste de solidarité qu'on a. On te dit voilà, va parler à ces personnes qui ont traversé ces adversités. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas blaguer, tu vas oser l'humour, tu vas le faire intentionnellement pour leur faire comprendre qu'au-delà de ce que vous avez traversé, vous pouvez être heureux. Mais maintenant, tu dois trouver cette accroche-là. Comment tu vas faire? Tu ne dois pas non plus leur montrer en fait qu'ils restent éternellement dans cet aspect de victime. Ils ne sont plus victimes parce qu'ils sont en vie. Donc, ils ont maintenant l'opportunité de changer le cours de leur histoire. Maintenant, c'est à toi de les motiver comme ça. Mais c'est les mots que tu vas apporter, les mots que tu vas percuter. En touchant leur vie, ils vont pleurer. Quand ils arrivent à pleurer, ça veut dire que le message est passé. Quand tu parles à un auditoire qui est dans son téléphone depuis qu'il a commencé à ça, quand le téléphone naît, ça veut dire que tu l'as perdu. Tu sais ça? Ça veut dire qu'il n'est pas à la place. Tu as envie de lui dire, qu'est-ce que tu fais la sorte seulement? Mais tu ne peux pas. Oui ou non? Mais tu peux lui dire ça. Ça ne fait pas propre. Donc ça veut dire, tu dois pouvoir percuter. C'est pour ça que je dis, on s'identifie à tout le monde. Je reviens aussi à ta préoccupation. Tout à l'heure, tu as dit que je parlais d'un message en V. En réalité, l'exercice en V ou en M se fait au moment où tu es l'émetteur du message. Ici, c'est moi qui émets le message, je suis face à un public. Mais quand je donne la parole à mon auditoire, il émet le message à moi. C'est à moi qu'il s'adresse. Tu ne balayes plus ton public. Tu t'adresses à moi. Mais quand tu viendras là devant moi, parce que ça arrive que je te dise, viens, donne-nous, partage-nous ton expérience. Tu vas venir devant. À ma place, tu commences ce mouvement en V. Ça dépend maintenant de, on appelle ça l'emplacement. Le moment X où tu t'es mis face à ton auditoire. Parce que ça change à tout moment. Parfois tu deviens auditoire, parfois tu deviens intervenant. Ou alors je dis, parfois tu deviens récepteur, parfois tu es émetteur. Mais tout dépend du contexte. Quand tu quittes cet endroit et que tu te mets devant, avec le micro, parce que tu réagis, tu deviens l'intervenant. Non, pas l'intervenant, tu deviens l'émetteur, mais dans un autre emplacement. Mais si tu restes là, tu t'adresses à moi. Tes questions me sont adressées directement. Mais tous ceux qui sont autour de toi t'écoutent.
Donc, ce que toi tu ferais, ce n'est pas balayer ton auditoire, mais tu deviens émetteur en prenant les caractéristiques que je vais dire maintenant. Tu commences à parler clairement. Tu commences à parler de manière concise. Tu commences à articuler. Parce que ce que tu poses comme question, quelqu'un d'autre va dire « Ah, c'est la question que j'allais poser. » N'est-ce pas? Voilà. Donc la personne doit pouvoir s'identifier à la question que tu as posée pour qu'elle devienne pertinente. Et quand elle se retrouve dans ta question, elle attend impatiemment la réponse de l'intervenant. Tu comprends un peu? Je reviens aussi à toi. J'ai un peu compris les questions à ma façon, mais ça va. Oui, elle en avait deux. La première, justement, c'est... Je vais te dire une chose. Dans la première préoccupation, tu as, ça s'appelle un sentiment d'insatisfaction. Mais c'est positif. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais un discours, toi, selon toi, tu as l'impression que ça ne s'est pas passé comme il le fallait. Mais les autres ont aimé le discours. Le but, en fait, c'est ce que les autres en ont pensé. Mais quand tu vas, tu te retranches. Ça s'appelle quand tu commences à avoir un retranchement personnel, tu commences à perfectionner ce qui ne t'a pas satisfait toi-même. Pour qu'à la prochaine occasion, tu le fais autrement. Voilà pourquoi il y a des discours. Quand moi je veux, chaque fois que j'interviens, Raïssa, tu vas peut-être me dire le contraire, mais ce que j'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai dit la première fois que tu m'as entendu. J'ai adapté mon discours en fonction, je l'ai rendu original, on va dire ça comme ça. Parce qu'entre-temps, l'espace de temps où j'ai donné cette formation quand elle m'a écouté et aujourd'hui, les choses ont changé. L'environnement a changé. J'ai rencontré des gens qui ont changé ma perception des choses. Je me suis documentée. J'ai enrichi mon discours. Donc, ce que j'aurai à dire prochainement ne doit pas ressembler. Parce que sinon, il y aura toujours le même auditoire qui viendront à Koloba. À un moment donné, c'est saoulant. Tu ne peux pas être saoulant. Tu dois t'interdire en fait de l'être. C'est le souci maintenant de cette perfection que tu as, c'est positif de le ressentir. De dire, je n'ai pas atteint la limite. C'est ça, franchir les limites en fait. Je n'ai pas atteint la limite que je voulais. Prochainement, tu vas retravailler dessus et ça sera encore meilleur. La deuxième question, c'est quoi déjà? J'ai oublié. Ah voilà. Voilà. Je vais te parler par expérience. J'ai animé avec ma collègue qui est ici, mon amie Varlette. Nous avons animé ensemble. Nous avons été, on appelle ça comment? Voilà. On a été maître de cérémonie à la matinée de l'emploi, toutes les deux. On l'a fait vraiment de manière à ce qu'on interagisse vraiment en complicité toutes les deux. Vous savez, à un moment donné, ce qu'on avait prévu n'était pas ce qu'on a trouvé. Les intervenants avaient changé. Tu as prévu tout, ton canevas est là, mémorisé. Je peux vous assurer, à 90%, ça va souvent vous arriver. Mais les gens ne doivent pas s'apercevoir que tu as perdu le fil de ton discours. Tu ne peux pas le perdre, c'est impossible. Tu sais ce que tu as à dire, mais tu adaptes maintenant ton discours en fonction de la réalité que tu as trouvée. Moi, je serai toi. Tu trouves un intervenant qui n'était pas prévu. D'ailleurs, tu le dis clairement. Tu le dis clairement. Et puis avec toute aisance que je vais présenter. Voici l'intervenant qui malheureusement n'était pas aligné, mais que nous avons le plaisir d'accueillir. Déjà, il sent qu'il n'est pas un intrus. Ton cœur battre, essaye. En penchant la tête légèrement. Tu lèves la tête, tu la penches. Et ça, si tu ne le sens pas, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Qui sent son cœur battre? Tu as vu, hein? Facilement, ils font ça. Les bons techniciens savent le prendre. Mais nous qui sommes assez vulgaires, on arrive à le prendre sensiblement là. Tu vas sentir ton cœur. Quand il est bas, on vous dit clairement, elle est en train de s'éteindre. Parce que le cœur commence à faire tant, et rapidement, on commence à prendre des précautions. Mais maintenant, quand tu es sous stress, ça va vite. Tu vas sentir C'est pas bon, hein?
ça veut dire que tu es stressé. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu ressens ça, tu prends juste tes mains, tu les places sur ton ventre. Mais tu dois le faire seul. Mets-le sur ton ventre seulement là. Là où il y a le nombril. Tu inspires. Inspirer, ça veut dire que tu fais rentrer de l'air dans les poumons. Et pendant que tu inspires, l'air va gonfler ton ventre. Tu dois laisser l'air rentrer, gonfler ton ventre. Ensuite, tu expires en ouvrant la bouche. Le fait de faire entrer l'air, de laisser sortir, tu fais sortir les toxines de ton corps. Le stress, ce sont des toxines qui vont s'accumuler. Voilà pourquoi on fait des crises d'ulcère. Voilà. Parce que tu ne sors pas ces toxines de ton corps. Maintenant, quand tu es... Moi, c'est un psychologue qui m'a appris ça. Parce que j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse. Bon, moi, c'est à cause d'autres choses, beaucoup de facteurs qui sont rentrés en jeu. J'ai appris cette technique et ça m'a aidé aussi dans tout ce que j'ai eu à traverser. Un jour, j'étais pratiquement en train de partir palpitation. Je mets le, on appelle ça comment? Le tensiomètre. C'est parti sans, et l'équipe est là. Panique, mon chauffeur me prend, maman va à l'hôpital. Sur le chemin, je me suis rappelé en fait. J'ai dit, autant expérimenter ce que je sais. J'ai juste fait ça, je l'ai fait au bout de 5 minutes. Le cœur a commencé à ralentir sensiblement. Et on était dans un embouteillage, j'allais mourir en chemin, non? À la minute, j'ai commencé à moins transpirer, je me suis calmée, j'ai fermé les yeux. À un moment donné, j'ai dit à mon chauffeur, on rentre. On est rentré à la maison. Et depuis, quand je ressens cette montée d'adrénaline, ça s'appelle de la montée d'adrénaline. Adrénaline. Alors quand ça te monte, ça peut créer des dégâts si tu ne le gères pas. Tu respires à fond, tu sors. Avant même ton discours, tu vas sentir ça. Moi j'ai ressenti ça, c'est un fait naturel. Mais j'ai pourtant l'habitude de prendre la parole en public. Mais j'ai ressenti ça, moi. Parce que c'est qui d'abord que je vais voir? Est-ce que c'est l'histoire quand même? Je me suis dit ça. Mais après, j'ai soufflé. Inspire, expire. Et puis là, tu dis, je maîtrise mon message, ça va bien se passer. Je vais écouter ce qu'ils ont à dire. Et puis tu pries, tu prends juste simplement une petite prière, tu vas te calmer, puis c'est bon, vous pouvez vous asseoir. Subtilement, on a l'impression que tu maîtrises la situation. Tu te lèves, tu fais 1, 2 pas, tu changes de main, parce que celle-ci tremble beaucoup plus. Quand celle-là commence à trembler, tu changes encore. Je te dis, mais personne ne va entrevoir ce que tu fais. Ils auront l'impression que non, elle sait ce qu'elle fait, elle maîtrise la situation. Ils ont calmé. Tu vois, la technique, c'est toi qui l'as. Respire à fond, tu sais chanter. Les gens t'écoutent, quand ils t'écoutent, tu sais que tu impactes des vies. Bayoka, il y a 5 esprits qui c'est à l'église au moins, j'espère. Ah, ok. Oh, Bayoka, 5 esprits qui donc ça veut dire que ta voix a quelque chose à donner. Mais c'est toi qui peux l'empêcher de donner quelque chose de positif. Voilà, je crois que j'ai répondu à ta question. Okay. Maman, ta question c'était quoi? Madame Laetitia Ilunga, elle est consultante RH, coach en communication et en prise de parole en public. Je pense que pendant ces instants, on a su comprendre quelles étaient ses compétences et on a pu découvrir et on est très heureux. Est-ce qu'on peut une fois, on va se laisser faire. Peut-être pour quelqu'un d'autre va voir comme on a écrit, Égale Production, l'agence de communication événementielle, notre mission, objectif. Ma soeur, ce qui est, depuis que j'étais encore petit, on avait une boutique à la maison où il y avait chaque jour le soir, il y avait beaucoup de gens qui venaient chez nous. Et moi, j'ai appris à travailler chez elle. C'est elle qui m'a appris à faire des gâteaux, à emballer des cadeaux des gens. Je partais au cours et puis je venais aussi travailler. Donc c'est une très grande bénédiction pour moi. Alors, tout ce que je veux vous dire est que demain on va se retrouver ici. On aura 2 personnes qui vont encore nous parler. Il y aura madame, il y aura son mari aussi qui va venir, qui vont nous parler du capital humain, autrement appelé ressources humaines. Des gens qui
Qui connaît parler des ressources humaines? Qui a déjà entendu parler des ressources humaines? C'est quoi? C'est quoi, ressources humaines?